l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de choisir Africable Télévision pour vous informer. Bienvenue dans Afrique Soir. Les titres de ce journal. Le Sénégal a célébré ce jeudi le 53e anniversaire de son indépendance. Placé sous le signe de la redynamisation de l'armée, cette journée a été l'occasion de décorer des officiers et sous-officiers pour service rendu à la nation. Nous irons au Mali pour évoquer la rencontre ce jeudi du comité de suivi de la feuille de route gouvernementale. Pour le ministre malien de l'administration territoriale, l'élection présidentielle prévue au mois de juillet est bel et bien tenable. 1973-2013, le téléphone portable célèbre ses 40 ans. Pour certains, un objet du quotidien. Pour d'autres, il est même indispensable. Un sacré chemin parcouru depuis le premier appel en 1973 dans une rue de New York. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Ce jeudi 4 avril 2013, le Sénégal a célébré le 53e anniversaire de son indépendance. Placé sous le signe de la redynamisation de l'armée, cette commémoration a été l'occasion pour le président Macky Sall de décorer des officiers et sous-officiers pour leur engagement dans la défense de l'intégrité territoriale. Un commentaire signé Diakadiga Tangara. La reconstruction de l'armée sénégalaise, c'est dans cette dynamique que le pays a célébré le 53e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Placé sous le thème « La contribution des forces de défense et de sécurité dans la redynamisation de l'esprit civique », la cérémonie a été marquée par la décoration des officiers, sous-officiers et hommes du rang, dans le but de récompenser leurs mérites dans la défense de l'intégrité territoriale. Au nom de la nation tout entière, vous redire toute ma confiance et la fierté des Sénégalais d'avoir une armée aussi républicaine, aussi respectueuse de la loi et des droits humains. Le dossier Mali a été également abordé par le président Macky Sall. Il a réitéré la justice faite aux vaillants soldats invalides tombés sur les champs de l'honneur. Au moment où nous faisons ce défilé marquant le 53e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, de constater que le bataillon sénégalais de la MISMA, présent au Mali, aujourd'hui se trouve à Gao, aux côtés des forces armées maliennes, des forces françaises et des forces africaines. Nous prions Allah pour qu'il nous revienne après avoir réalisé leur mission dans les meilleures conditions. Cette célébration a été également marquée par des défilés. 1249 militaires et civils ont paradé à pied devant le président Macky Sall et des invités étrangers, notamment le chef d'état-major du Ghana. Dans l'actualité, une information qui vient de nous parvenir. Des heurts entre policiers à Bamako, la capitale malienne, au groupement mobile de sécurité GMS. Des témoins affirment avoir entendu en début de soirée des tirs provenant du service. Il s'agirait, selon les mêmes sources, d'accrochage entre partisans des syndicats rivaux de la police nationale. Pour amener les différentes parties à la raison, une rencontre a lieu présentement à la direction générale de la police nationale. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions.
Mali toujours, rencontre ce jeudi du comité de suivi de la feuille de route gouvernementale. Présidé par le Premier ministre Diango Sissoko, toute l'équipe se réunissait pour plancher sur la situation au nord du Mali et la tenue prochaine des élections présidentielles. Et selon le ministre malien de l'administration territoriale, le mois de juillet est bel et bien tenable. Moussa Sinko, que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Kone. Nous avons pu faire le point et constater que pour le moment, toutes les dispositions sont prises afin de nous permettre de conduire les élections au mois de juillet prochain. La date est tenable. C'est nous qui avons fixé la date après évaluation et après mise en cohérence de toutes les actions que nous devons conduire afin de nous permettre d'aller aux élections. Cette date a été fixée en tenant compte de toutes les contraintes budgétaires, sécuritaires et que nous avons actuellement. Nous pensons que nous allons tenir le délai de juillet, il n'y a aucun doute sur ça. Nous travaillons pour ça. Pour le moment, nous avons fait beaucoup d'avancées. Nous avons pu y résoudre les questions liées à l'identification des électeurs, le choix du fichier électoral et nous pensons que nous sommes dans le bon rythme. Jeudi, les listes électorales seront confectionnées, issues des données du dernier recensement, c'est-à-dire le recensement avec. Nous avons un programme déjà arrêté de sécurisation des élections. Même si l'insécurité devait persister, je pense que nous nous donnerons les moyens de sécuriser suffisamment les opérations liées aux élections. L'actualité au Mali, c'est aussi cette audience accordée par le président Dioncounda Traoré aux Maliens du Congo et de Zambie. 115 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque qui a été remis aux hautes autorités du pays par les ressortissants maliens vivant au Congo. Cette somme est la deuxième du genre, car au tout début des opérations, ils avaient contribué à hauteur de 32 millions de francs CFA. Ce geste vise à soutenir l'effort de guerre. À cela s'ajoute celui des ressortissants du Mali en Zambie, d'un montant de 10 millions de francs CFA. Les deux chèques ont été remis au président de la République par intérim, qui a qualifié le geste de hautement symbolique et patriotique. Le président du Conseil des Maliens du Congo a exhorté les autres, où qu'ils se trouvent, à faire de même. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes venus du Congo. Ce qui se passe au Mali, ça me fait mal au cœur. Donc c'est pourquoi nous sommes venus au nom de tous les Maliens du Congo pour faire un don de 115 millions qui représente notre deuxième contribution que le consul Honor vient de vous expliquer tout à l'heure. Et ce que je tiens à ajouter, pays qui ne sont pas encore contribués, aujourd'hui le Mali passe une période très difficile. Donc chaque Malien et chaque Malien qui soit à l'extérieur, qu'il sache aujourd'hui que notre pays vit dans une situation très difficile par rapport même à un petit moyen de faire ce qu'au pays. La saison pour laquelle nous sommes venus. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est cassé. Le monde entier, ouais, quand les autres pays viennent nous aider, nous qui sommes à l'extérieur, on ne peut pas rester en arrière. Donc notre devoir, mais ce qui ne pas encore fait, de le faire. Il n'est pas encore trop tard. La guerre n'a pas encore fini. Donc c'est ce message que je tiens à lancer à ceux qui ne sont pas encore fait, de venir toujours. Constitué de 36 associations primaires ayant choisi de se mettre au service de la nation malienne, le mouvement Dioncounda Traoré pour le développement du Mali a pour objectif d'appuyer et d'accompagner le président de la République par intérim dans l'accomplissement de ses principales missions, à savoir la stabilisation des zones libérées du pays, l'organisation d'élections libres et transparentes, entre autres. Au cours de sa conférence de presse tenue ce jeudi, le MDTDM entend œuvrer aux côtés des autorités du Nord et de la Commission de réconciliation et de dialogue avec la mise en place d'un projet d'activité sur le terrain. Le président du mouvement n'a pas omis de mentionner l'obtention du récépissé qui leur permettra de mener des actions en toute légalité en faveur des populations maliennes. Nous l'écoutons. La stratégie innovante que nous avons arrêtée pour contrer les campagnes de propagande lancées pendant 8 mois sur le terrain par le MLLA et le Moudjao et leurs alliés afin d'endoctriner nos compatriotes, surtout les jeunes et les femmes, qui à la limite aujourd'hui leur donnent refuge. Cela est révoltant. Nous ne pouvons pas accepter que des compatriotes se permettent d'héberger, sinon de donner leur protection
à ces éléments djihadistes qui arrivent à s'infiltrer les mains vides, mais qui ressortent avec des fusils en main. Cela mérite réflexion de notre part. Le président Jacob Zuma a décidé de retirer les soldats sud-africains déployés à Bangui, en République centrafricaine. Un signe fort, un signe de soutien au président François Bozizé, chassé du pouvoir par un coup d'État le 24 mars dernier. Le gouvernement sud-africain a décidé de retirer nos troupes, car pour le moment, il n'y a pas de gouvernement démocratique en République centrafricaine. Mais l'opposition sud-africaine voit les choses d'un autre œil et réclame d'ores et déjà une commission d'enquête parlementaire. Elle accuse le président Zuma d'être intervenu à Bangui en raison de ses liens d'amitié avec François Bozizé. Le président déchu avait effectivement fait un voyage express à Pretoria pour demander de l'aide le 21 mars, 3 jours avant sa destitution. D'abord, je ne pense pas qu'on devait y être. On n'a rien à voir avec ça. Alors pourquoi on s'implique? Je ne pense pas qu'on ait été bien informés sur ce qui se passe et sur les raisons de ce déploiement. Mardi dernier, les obsèques de 13 militaires tués en Centrafrique ont été organisées. Mais selon l'envoyé spécial de RFI à Bangui, il y aurait eu beaucoup plus de morts dans les rangs sud-africains. Entre 35 et 50, selon les sources. À présent, l'actualité en bref avec Daouda Kamati. Ce 4 avril est retenu comme journée internationale de la sensibilisation au problème des mines. Un problème que doit relever le Soudan du Sud après un demi-siècle de conflit. Chaque année, au moins 4300 personnes, dont plus de 70% de civils et 42% d'enfants, sont victimes de mines ou d'engins non explosés dans le monde, soit une victime toutes les 2 heures. Et les mines tuent ou blessent plusieurs années après la fin d'un conflit, comme au Soudan. Presque 2 ans après la fin d'une crise post-électorale qui a fait officiellement 3000 morts, l'organisation américaine Human Rights Watch épingle le pouvoir d'Alassane Ouattara pour partialité dans un rapport de 82 pages publié aujourd'hui, jeudi 4 avril 2013. Le rapport est intitulé « Transformer les discours en réalité, l'heure de réclamer des comptes pour les crimes internationaux graves perpétrés en Côte d'Ivoire ». Pour Philippe Boulopian, représentant de Human Rights Watch, auprès des Nations Unies, la justice des vainqueurs ne permettra pas la réconciliation. Elle ne permettra pas de rassurer les personnes appartenant ou étant systématiques au clan Gbagbo. Il est temps de retourner cette page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire et ça ne pourra se faire qu'au prix d'une justice vraiment impartiale et pas d'une justice de vainqueurs. 10 jours après avoir été chassé du pouvoir par un coup d'État, le président François Bozizé s'est exprimé depuis Yaoundé où il a trouvé provisoirement refuge. L'ex-président centrafricain accuse le Tchad d'avoir orchestré le coup d'État et exige d'être rétabli dans ses fonctions. Il réclame des élections dans les brefs délais. Par ailleurs, lors de la conférence des chefs d'État d'Afrique centrale, ils ont encouragé le chef de l'État béninois Thomas Boniyayi à répondre favorablement à une éventuelle demande d'asile que pourrait lui adresser François Bozizé et peut-être aussi sa famille. Merci Daouda Kamate pour ce petit tour d'horizon de l'actualité. Niamey, la capitale nigérienne, a abrité la cérémonie de lancement de 3 projets de développement dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l'éducation dans les régions de Maradi et Zender. Financés par l'USAID pour une durée de 5 ans, ces projets donneront la priorité aux femmes et aux filles adolescentes. Le compte rendu de nos correspondants au Niger, Sarki Aboubakar et Razak Abachi. D'un montant de 50 milliards de francs CFA, ces 3 projets de développement financés par l'USAID à travers le bureau Food for Peace à une durée de 5 ans. Ce projet interviendra dans les domaines de la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, l'hygiène et l'éducation, et donne la priorité aux femmes et filles adolescentes. Ce projet aura surtout un impact positif sur la réduction de l'insécurité alimentaire au Niger. Le gouvernement américain est convaincu que le combat contre l'insécurité alimentaire passe nécessairement par une combinaison des activités visant à résoudre les causes profondes de la malnutrition,
à travers des activités qui améliorent substantiellement la productivité et le revenu des ménages. Quant aux représentants de Catholic Relief Service, ces 3 projets de développement s'inscrivent dans le cadre du programme de renaissance, initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du président de la République du Niger. Le financement de ces 3 programmes cadre parfaitement avec les objectifs de l'initiative 3N. Ainsi, ces programmes feront en sorte que les populations bénéficiaires des régions de Maradi et Zender, par leurs propres efforts de production et d'organisation, de prise en charge de la malnutrition et de résilience à travers des solutions appropriées, soient capables de réduire l'insécurité alimentaire des ménages et la malnutrition. En lançant officiellement les activités de ces 3 projets, le ministre d'État, ministre du Plan, a salué cet appui qui est une réponse à l'insécurité alimentaire au Niger. Et je demeure convaincu que ces programmes ont été conçus pour appuyer la réponse du gouvernement du Niger à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions de Maradi et Zender pour la période 2012 à 2017. Aussi, de mon point de vue, la lutte en vue de réduire durablement l'insécurité alimentaire au Niger doit être simultanément récompensée par un paquet d'activités conçues pour aborder les déterminants de la dénutrition très répandue, ainsi que les activités visant à relancer la productivité des ménages. Les principaux objectifs de ce projet sont la réduction de l'insécurité alimentaire et la malnutrition parmi les ménages en milieu rural dans les régions de Maradi et Zender. Parlons de santé toujours cette fois-ci au Gabon. Le gouvernement gabonais et l'UNICEF à l'unisson pour faire la promotion de la santé sexuelle en milieu scolaire. Une formation des formateurs pour appuyer cette démarche dont l'objectif est de lancer une véritable croisade contre le VIH-Sida et les IST vient de se tenir à Libreville. Un reportage de nos correspondants permanents au Gabon, Ismaël Obianzé et Thierry Messa. Une centaine d'enseignants du pré-primaire, du primaire et du secondaire participaient à cette formation qui vise l'accélération de la réponse du secteur formel en matière de lutte contre le sida et la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction en milieu scolaire. L'offre d'information dans ce sens doit atteindre une couverture nationale en capitalisant les acquis existants et fédérer les ressources multiformes de l'État pour une perspective d'amplification de la riposte nationale au VIH-Sida en milieu jeune. La première phase de cette formation est jugée positive. Pendant les discussions, les échanges, nous sommes parvenus à comprendre que nous pouvons alors, dès maintenant, après cette formation, parler le même langage. Il s'agit maintenant qu'ils soient à mesure de faire des transferts parce qu'ils sont appropriés. Donc, les documents qui sont conçus par les collègues inspecteurs conseil biologique du Colicimène, de l'IPN, de l'IGS, sera un document maintenant d'ensemble. Les supports de cette formation étaient axés sur les curricula de la santé sexuelle, les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Des thématiques qui invitaient au débat l'art d'enseigner dans le contexte du VIH-Sida. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, appuyait le gouvernement gabonais dans cette initiative. Pendant 4 jours, les formateurs se sont appropriés les guides, ont pu élaborer des contenus de formation, des fiches pédagogiques, des fiches de leçons à partir des orientations des guides, dans une perspective d'amplification de ces formations auprès des enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale a institué depuis 3 ans des formations chaque année multidimensionnelles sur tout le territoire national. L'UNICEF compte exploiter cet acquis pour pouvoir faire en sorte que tous les enseignants puissent disposer de ces documents qui ont été conçus pour pouvoir renforcer les capacités préventives et de protection des jeunes et des adolescents. Les enseignants essentiellement concernés par cette formation sont désormais outillés pour renforcer les campagnes de sensibilisation de la santé sexuelle et de la reproduction en milieu scolaire et universitaire. C'est un objet du quotidien. Pour certains, il est même indispensable. Le téléphone portable célèbre ses 40 ans, 4 décennies déjà, et un sacré chemin parcouru depuis le premier appel passé dans une rue de New York en 1973. Journal de 20h, 18 mars 1990, l'information est sensationnelle. Un téléphone, pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur,
et avec lequel vous pourrez appeler partout, de n'importe où. C'est fabuleux et c'est pour demain. Et ça marche, comme le constate le reporter. Et je téléphone avec un appareil, main libre, et je suis à 150 mètres d'une borne qui sert à le faire fonctionner. Ah, je peux marcher, hein. En réalité, le premier téléphone mobile a été testé beaucoup plus tôt, en 1973, dans les rues de New York, mais il restera longtemps à l'état expérimental. 17 ans plus tard, en 1990, les Français découvrent le téléphone valise, encombrant, cher, mais c'est le premier mobile. Très vite, la technologie évolue, le grand public commence à s'équiper. Souvenir. C'était extrêmement grisant, il y avait très peu de gens qui en avaient, j'étais très fier. 2013, fini le temps des pionniers, le téléphone mobile, c'est 6 milliards d'abonnements dans le monde, 250 000 SMS envoyés chaque seconde. À ce rythme-là, peut-on encore s'en priver? Pas possible. Pourquoi? Ah non, ça y est, maintenant on est habitué, on peut plus s'en passer. Je serais triste, ça montrait comment? Toute nue. Tous drogués au portable, peut-être, alors méditons le conseil de son inventeur. N'oubliez jamais d'utiliser le bouton marche-arrêt de votre téléphone. Le téléphone est censé être votre esclave, pas l'inverse. Les possibilités du téléphone mobile semblent infinies chaque seconde. Il s'en vend une 50aine à travers le monde. Pour dire que le téléphone portable est plus une nécessité qu'un luxe. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.